Bonjour à toutes et à tous pour ce premier numéro de La Santé en question, votre rendez-vous bimensuel avec la santé et la politique. Alors tout part d'une demande d'Emmanuel Macron le 3 avril d'un projet de loi d'un modèle français d'accompagnement de la fin de vie, en 3 volets, en particulier l'aide active à mourir. Cette loi attendue est portée par notre invitée de cette première émission. Bonjour et merci, Madame Agnès Firmin-Lebaudot, d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Vous êtes une pharmacienne qui a réussi en politique, puisque vous avez été députée de Seine-Maritime et depuis le 4 juillet 2022, ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, et à ce titre, chargé de mener à son terme ce projet de loi. Où en est-on d'ailleurs aujourd'hui? Vous avez affirmé le 1er août sur France Info que rien n'était encore acté, que toutes les pistes étaient ouvertes pour présenter à Emmanuel Macron un projet à la fin de l'été. Eh bien, à la fin de l'été, on y est. Vous en êtes où? Alors, tout d'abord, je ne sais pas si la réussite en politique, c'est le fait d'avoir été élu député, si je peux me permettre, juste une petite, anecdote. Ouais. Je ne sais pas. L'échec, c'est de ne pas être élu. Hein. Oui, l'échec, c'est de ne pas être élu, mais je ne sais pas si la réussite, c'est d'avoir été élu député. On avance. Les vacances sont terminées. Oui, mais quand on dit on avance, ça veut dire qu'on ne sait pas où on en est, non? Si. Les vacances d'été sont terminées. Oui. La fin de l'été n'est pas arrivée. Oui, c'est vrai. La saison estivale... Bon, bah alors fin septembre. Donc, vous présentez on arrive aux phases où, bien sûr, les écritures sont largement avancées, où nous travaillons encore, en tout cas, nous travaillons beaucoup à l'écriture de ce projet de loi en 3 volets, comme vous l'avez dit, et nous présenterons au président de la République fin de l'été, donc fin septembre. Pour une présentation à l'Assemblée quand? Écoutez, après le process d'un texte de loi, c'est bien sûr le passage par le Conseil d'État. Ouais. Et puis, vous savez que les parlementaires sont très occupés pendant ces périodes de rentrée avec des textes budgétaires. Donc, nul doute que le texte trouvera une place avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, bien sûr. D'accord. Jean-Paul Ortiz. La fin de l'année parlementaire. Hein. Oui. Jean-Paul Ortiz, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez avoir le rôle difficile de représenter tous nos confrères, un rôle toutefois facilité par votre passé de syndicaliste, puisque, je le rappelle, vous étiez il y a encore peu le président de la plus puissante organisation syndicale, la CSMF. C'est vrai, ça a été de magnifiques aventures qui est maintenant finie et qui me donne à la fois l'expérience, la connaissance du terrain, mais aussi aujourd'hui la possibilité de regarder notre système de santé avec un regard averti, mais aussi du recul et puis une parole libre. Bon, alors votre première question. Alors ma première question, Madame la Ministre, vous venez de parler du processus parlementaire. Vous avez signé il y a 2 ans un projet de loi porté par le député Falorni. En quoi votre loi va être différente? Qu'est-ce que vous reniez ou qu'est-ce que vous rajoutez par rapport à ce projet de loi? Alors tout d'abord, il y a 2 ans, c'était une proposition de loi qui était donc portée par un parlementaire, Olivier Falorni en l'occurrence. Là, il s'agit d'un projet de loi donc porté par le gouvernement. C'est-à-dire que la différence, c'est la capacité que nous avons à travailler, j'allais dire, en amont, à avoir tous les services qui nous accompagnent sur la rédaction d'un texte. Et puis, comme nous l'a demandé le président de la République, et comme ça a été souligné en introduction, ce projet de loi doit comporter 3 parties. Une partie sur les soins palliatifs, une partie sur le droit des patients et la protection des personnes, et une partie sur l'ouverture du droit de l'aide à mourir. Alors justement, un peu de sémantique. Vous ne souhaitez pas utiliser les termes euthanasie, suicide assisté, et vous parlez de l'aide active à mourir. Vous dites que ces termes ne seront pas retenus pour l'instant, et avoir le mot mort est important. Aide active à mourir, par exemple, contient le mot mort. Cette pratique est légale dans certains pays, notamment en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas et en Suisse. Vous citez également toujours l'État américain de l'Oregon. Comment se passe cette aide active à mourir dans les pays qui la pratiquent? Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre de façon très synthétique. On en a volé une, ne vous inquiétez pas. Ça voilà. Sur la première partie concernant les mots, je crois qu'il faut être très clair. L'idée n'est pas, comme certains peuvent m'en faire le reproche, d'euphémiser et de vouloir cacher les choses. Je pense que, et je l'ai vu beaucoup, j'ai fait beaucoup de débats, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous. L'ouverture de ce débat le 13 septembre dernier par le président de la République, j'allais dire, nous rappelle ce qu'est notre parcours de vie. Un jour on naît, un jour on meurt. Et on a, pour des raisons peut-être de crainte par rapport à la mort, évacué ce terme. On parle de fin de vie,
il est parti. Enfin, même dans nos langages, on emploie le mot mort, et je pense qu'il est important de pouvoir, à un moment ou à un autre, le rappeler. Et ces débats nous m'ont montré à quel point nos concitoyens ont besoin de parler de ça. Vraiment. Et donc réintroduire le mot mort quelque part me semble être important parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc ce n'est pas une volonté d'euphémiser ou d'évacuer ce sujet. Donc nous avons des réflexions. Nous avons lancé plusieurs réflexions sur le mot oui euthanasie, sur le mot suicide assisté. À titre personnel, suicide assisté m'a toujours posé une interrogation entre suicide et assisté, l'assistance, enfin la conjonction des deux mots. Et le mot euthanasie fait parfois certaines références à l'histoire qui peuvent heurter, qui heurtent. Voilà. Donc l'idée, c'est bien de dire l'aide à mourir. Alors, vous avez probablement vu comment ça se passe à l'étranger. Est-ce que vous avez retenu quelques pays où ça se passe bien ? Docteur Ortiz a parlé de tous les pays. L'intérêt de ces voyages que nous avons faits, de ces déplacements, pas des voyages, de ces déplacements que nous avons faits à l'étranger, nous sommes allés dans 6 pays, c'était de voir tous les modèles et tous les champs possibles. Et d'ailleurs, je suis même allée en Grande-Bretagne, où là, ils ont beaucoup travaillé, ils n'ont jamais réussi, j'allais dire, à légiférer, et je voulais comprendre pourquoi. C'était aussi intéressant. Vous avez compris ? Oui. Bon, oui. Vous ne craignez pas la même chose chez nous ? Alors j'ai compris, et d'ailleurs, en repartant, les Anglais m'ont dit, mais si vous y arrivez, nous, on viendra pour voir pourquoi vous y êtes arrivés. Donc c'était plutôt assez intéressant. Donc la Belgique, parce qu'on parle du modèle belge, on parle du modèle suisse, et aussi l'Oregon, parce qu'on parle du modèle dit oregonais. En allant en Oregon, puisqu'on me fait parfois le reproche de trop parler de ce modèle, moi je pensais arriver, peut-être avec l'image que j'avais des États-Unis, d'un modèle très, très ouvert. C'est le modèle le plus restrictif qui existe, mais c'est aussi le modèle dans lequel il n'y a pas eu de dérive. C'est un modèle qui existe maintenant depuis 25 ans. Qui marche, donc. Et qui marche. Enfin, oui. Qui marche. Oui, enfin, bon, oui. Pour les personnes éligibles, oui, il fonctionne. Avec, dans ce modèle dit oregonais, quelque chose d'assez intéressant sur le fait de l'ouverture de ce droit il y a 25 ans. Un tiers des patients qui sont éligibles, qui ont la prescription, ne vont pas la chercher. Un tiers vont chercher la prescription de la solution à ingérer et ne l'utilisent pas. Et un tiers l'utilise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait de savoir qu'au moment où les souffrances seront inacceptables, intolérables, eh ben, on peut avoir recours au choix exprimé. Et donc, ça apaise beaucoup. Et pour avoir eu des discussions avec des personnes dont les parents sont allés en Suisse ou en Belgique, l'apaisement et la sérénité qui accompagnent la famille à ces moments-là est importante. Alors on va parler de chiffres un petit peu. On dit qu'en France, 75% des Français souhaitent une évolution de la loi. Et il y a eu le même pourcentage lors d'un vote de l'Académie de médecine. 2 tiers des Français et des académiciens sont favorables. Restent les députés, qui aiment bien aller dans le sens du vent. Votre loi va donc passer vraiment sans problème, malgré la composition de l'Assemblée nationale ? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les chiffres. 75% de nos concitoyens, selon des sondages, j'allais dire, qui maintenant se répètent et donnent toujours à peu près la même proportion, souhaitent que la loi évolue. Ce qui ne veut pas dire que 75% de nos concitoyens, au moment où ils pourraient être face à la décision, le feraient. Mais 75% de nos concitoyens souhaitent pouvoir avoir le choix. L'Académie de médecine, dont le rapport a été publié et qui était assez, j'allais dire, surprenant par son évolution. La position de l'Académie de médecine, 75% des académiciens ont voté pour une évolution de la loi et plutôt un modèle suicide assisté. 75% des conventionnels de la Convention citoyenne que le président de la République a souhaité réunir et qui a travaillé de décembre à avril ont aussi demandé à ce que la loi puisse évoluer. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans l'épure des 2 tiers de nos concitoyens qui nous demandent à ce que la loi évolue. Le débat parlementaire devra bien sûr avoir lieu, ce qui n'augure pas que l'Assemblée nationale votera à 75% sur le texte qui sera proposé et débattu, mais je pense que c'est l'occasion
d'avoir un très beau débat et un très beau débat de société. Vous êtes détendu, donc c'est des chiffres quand même qui font que vous n'allez pas connaître l'ambiance de l'Assemblée de l'année dernière. D'ailleurs, il y a quelques internautes, vous savez qu'on a demandé à nos internautes de poser des questions, il y en a quelques-unes qui ne sont pas très très gentilles. Je vous laisse... une qui vient de Rouen, ça ne vous étonnera pas qu'à Rouen on dise ça, qui dit « Votre projet de loi est populiste, il vise simplement à gagner des votes en surfant sur des sujets sensibles. » Et un autre qui dit « Votre projet de loi sur l'aide à mourir n'est-il pas une distraction politique qui détourne l'attention de problèmes plus pressants tels que l'accès aux soins et aux traitements ?» Vous répondez quoi à ces critiques ? Je réponds que sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet de société, d'abord, il n'y a pas de position politique, c'est vraiment un sujet transpartisan. Et les travaux que j'ai menés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était avec un groupe de parlementaires transpartisans. Et c'est ce qui va ressortir, à votre avis, là, du débat ? Je le crois. Et pour avoir présidé la commission de révision des lois de bioéthique, sur ces sujets dits de société, on est bien sur une position complètement transpartisane. Et je pense que les présidents de groupe, les porteurs du texte de chaque parti diront il n'y aura pas de consigne de vote. D'ailleurs, c'est ce qu'il ressort sur ces sujets de société. Je crois que ça touche d'abord... En plus, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui touche à l'intime. C'est un sujet pour lequel nous sommes tous concernés. Nous allons tous mourir. Ça, c'est... nous allons tous mourir. C'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes tous concernés. Moi, je ne vois pas de sujet populiste. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ne souhaitent pas que nous puissions avoir un débat sur ce sujet trouvent que c'est pas le bon moment. Ce sera jamais le bon moment. Oui. Quand on ne veut pas que ça avance, peu importe le sujet, c'est jamais le bon moment. Donc, lorsqu'en avril 2021, le texte a été discuté, c'était pas le bon moment. Le président de la République qui ouvre le débat, c'est pas le bon moment. Il y aura toujours un prétexte pour que ça ne soit jamais le bon moment. En tout cas, là, les travaux sont menés depuis maintenant plus d'1 an. Et l'intérêt aussi d'avoir travaillé avec des parlementaires, mais aussi d'avoir beaucoup travaillé et écouté les soignants, c'est que nous sommes quelques-uns à être, acculturés à un sujet qui est très difficile et très compliqué. Rappelons qu'en France, aujourd'hui, l'euthanasie n'est pas légalement autorisée, puisque l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait de provoquer intentionnellement la mort d'une personne à sa demande, est interdite et considérée comme un crime selon le Code pénal. Il va falloir changer tout cela. Ça fait partie des sujets, et bien sûr, l'euthanasie active, d'ailleurs l'euthanasie est souvent active, normalement, l'euthanasie active, bien sûr, est considérée d'ailleurs comme certains qui sont défavorables à l'évolution de la loi comme un meurtre ou un crime, même par les médecins. C'est donner la mort ne fait pas partie du soin. C'est un de nos débats et un de nos grands débats. Donc c'est tout le sujet du projet de loi. Et je le répète, à ce stade, la modalité, et l'effectivité de l'aide à mourir n'est pas tranchée. J'ai vu une formule qui me plaît bien, moi, dire la mort c'est la vie, aider à mourir c'est aider à vivre. C'est une belle formule, mais au-delà de la formule, dans votre projet de loi, il faut 3 conditions pour bénéficier de cette aide. D'abord être majeur, bon, ça paraît être évident. Non, ça vous paraît une évidence, ou on pourrait imaginer que... Les Belges ont fait évoluer la loi, oui, mais quelques années après. Je crois d'ailleurs que les conventionnels avaient commencé à parler de la minorité comme étant un critère d'éligibilité possible. Ouais. Ils sont très vite revenus dessus. Je pense que d'ailleurs le président de la République, c'est lui qui a fait partie des lignes rouges qu'il a fixées. Alors sa première condition, être majeur, avoir un diagnostic d'une infection grave et incurable entraînant une perte totale d'autonomie et une douleur, deuxième condition. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous traduisez, vous, par pronostic vital engagé? C'est quoi un pronostic vital engagé? Ça nécessite quand même une définition. À moyen terme. En plus, à moyen terme, puisque actuellement, dans la loi Claes-Leonetti, c'est très clairement exprimé à court terme. Dans le projet de loi Falorni, l'ouverture se fait au contraire sur un pronostic vital engagé à moyen terme. C'est quoi le moyen terme? C'est quoi un pronostic vital engagé? Alors, tout d'abord, peut-être nous n'avons pas parlé de cet fameux avis 139 du CCNE, qui a été, pour le président de la République, l'occasion d'ouvrir ce débat. L'avis 139 du CCNE dit que la loi Claes-Leonetti ne répond pas à toutes les situations à moyen terme. Et le Conseil consultatif national d'éthique a donc émis cet avis. A mis cet avis. La loi Claes-Leonetti, déjà, définissait le court terme. Elle ne le définissait pas d'ailleurs, elle parlait de court terme, et le court terme a été défini après comme étant quelques heures
à quelques jours, voire quelques semaines. L'Oregon a défini clairement dans la loi le moyen terme, mais il n'y a pas que l'Oregon, je crois qu'il y a la Nouvelle-Zélande aussi qui dans la loi a défini le moyen terme à 6 mois. C'est ce que vous préférez, vous? C'est ce que vous allez proposer? Non, je pense qu'on ne peut pas définir clairement quel est le moyen terme. Par contre, il est important, j'allais dire, de donner une perspective. Dire moyen terme, c'est juste un mot. Non, les gens moyen ont terme, savoir. Oui. Moyen terme, c'est pas juste un mot. Moyen terme, c'est 6 à 12 mois. Et je pense qu'au-delà de 12 mois, au-delà d'un an, on pense tous qu'on est plutôt dans des perspectives de long terme. Ministre, dans la pratique médicale, avoir une idée sur un moyen terme avec une proportion importante de ne pas se tromper, en tant que médecin, je peux vous dire que c'est souvent très difficile. C'est très difficile, et comme le court terme est très difficile à définir. Oui, il passe plus facile pour. Oui, mais il passe vite. C'est l'avantage. Enfin, pour ceux qui n'en souffrent pas. Voilà. Je reviens dessus. L'Oregon a clairement mis dans la loi 6 mois. Lorsque je suis allé en février dernier en Oregon, les parlementaires que j'ai rencontrés, les démocrates et les républicains, se posent la question de faire évoluer la loi, de faire passer ce délai à 12 mois. Parce qu'effectivement, définir un pronostic vital à moyen terme, c'est compliqué. Il est important de pouvoir se donner, j'allais dire, une ligne et par, j'allais dire, effet miroir sur la loi Claes-Onity qui parle de quelques jours à quelques semaines, se dire que quelques mois et 6 à 12 mois, même si on sait très bien que c'est toujours compliqué de définir ce qu'est un pronostic vital à 6 à 12 mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les travaux à l'étranger et de se dire que certains se posent la réflexion et de faire aussi, d'avoir un regard attentif à ce qui se fait. Comment ça va se passer concrètement? C'est une décision d'équipe, c'est multiprofessionnel, il va falloir rédiger un document. Vous avez une idée déjà de la pratique? Alors on a une très forte idée, puisque la fin de l'été approche. Donc on a commencé à beaucoup réfléchir et à beaucoup échanger, notamment avec les parlementaires, sur à la fois les critères d'éligibilité. Ouais. Donc là, vous les avez définis. On parle aussi de volonté libre et éclairée, de pronostic vital engagé à moyen terme, bien sûr la majorité. Et puis une fois que ces critères d'éligibilité sont définis, il faut les modalités de pouvoir ouvrir ce droit de l'aide à mourir. Donc bien sûr, quel est le professionnel de santé qui peut parler de pronostic vital? Il faut un médecin. Ça me semble absolument nécessaire. Il faudrait une compétence particulière, une formation, parce qu'on le disait à l'instant, c'est quand même difficile de le définir. Ou est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une décision médicale d'équipe à plusieurs médecins? Alors on arrive à la collégialité. Qui est nécessaire. Je pense que la collégialité, il faut la définir. C'est ce que nous ferons dans la loi. L'exercice collégial pour, j'allais dire, les modalités de l'ouverture de ce droit d'aide à mourir, les modalités avec un médecin spécialiste, si la porte d'entrée est le médecin généraliste, puisqu'on sait très bien que 85% de nos concitoyens souhaitent mourir à domicile. Et le médecin qui meurt à domicile est plus souvent le médecin traitant et le médecin généraliste. Ouais, au total, il ne meurt pas à domicile. Hein. Donc, même s'il souhaite, dans la réalité, c'est pas ça. L'idée, c'est de les accompagner le plus possible. C'est un des objets sur lesquels nous travaillons avec le volet soins palliatifs et le volet droit des patients et protection des personnes. La collégialité est nécessaire. Et quand je parle de collégialité, je parle aussi des professionnels qui accompagnent et qui sont le plus longtemps possible auprès du malade, que ce soit les aides-soignantes ou les infirmières, qui, elles, sont aussi en mesure, j'allais dire, de dire que la personne a exprimé cette demande à plusieurs reprises. Mais alors, qui va être le patron de la décision? C'est celui qui va appliquer la loi. On sait déjà qui va faire l'injection, si c'est une injection. Enfin, c'est codifié, ça va être codifié, ça? La participation active des médecins, justement, à ce geste éventuel d'administration d'un produit létal est ce qui amène le plus de questions. Et vous avez vu les avis de groupes de professionnels qui pèsent, comme la Société française de gériatrie, comme le CNP de gériatrie ou infirmiers, qui clairement posent la question de la différence entre le soin et l'administration d'une substance létale et souhaitent que ça soit sorti du soin. Alors, ce débat est, j'allais dire, passionnant.
vraiment. Et les il va échanges, être passionné en plus. Il est passionnant et passionné, mais à partir du moment où il y a du respect, je crois qu'on apprend toujours. On me demande souvent pourquoi je continue à faire des débats, que je continue à écouter. Je veux dire, il y a toujours un mot ou une expression qui parfois nous réinterroge. Et sur un sujet comme celui-là, celui qui a des certitudes, je lui souhaite bon courage. Vous attendez du respect à l'Assemblée sur ce débat-là? Moi, je pense qu'on est capable. Ça va changer, hein? Je pense qu'on est capable. Ouais. En tout cas, j'aimerais que l'Assemblée puisse faire la démonstration que sur un sujet de société, nous sommes en mesure de montrer à nos concitoyens qu'on peut avoir des beaux débats. Comme j'ai eu l'occasion de faire de très très beaux débats, mais avec, j'ai même eu l'occasion de faire un débat avec un évêque dans une église où il y avait 300 personnes et le débat était très respectueux. Je veux dire, on peut s'écouter, on a le droit de ne pas avoir le même avis. C'est le principe de la démocratie. Ça va être très médiatisé, ce débat. Je ne sais pas si ce sera très médiatisé, mais je pense qu'on peut, pour répondre à votre question, docteur, c'est toute question, et ce sera les modalités, j'allais dire, d'effectivité de ce droit qui seront dans la loi. Moi, je suis intimement persuadée que nous avons une voie de passage qui respecte le choix du patient de bénéficier de l'aide à mourir, qui peut respecter et qui doit respecter tous les échanges que nous avons eus avec les soignants sur la place du soignant et du médecin, et aussi l'accompagnement, on parle assez peu de la famille, mais de l'accompagnement de la famille du patient. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup écouté, et ce que nous demandent les patients et la famille, c'est de pouvoir être accompagnés tout du long. Et je crois que de donner la possibilité aux professionnels de santé, aux médecins s'ils le souhaitent, de pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout. Moi, j'étais très frappée en Belgique. J'ai rencontré 2 soignantes qui étaient des soignantes de soins palliatifs, qui étaient totalement opposées, il y a 20 ans, à l'ouverture de l'euthanasie en Belgique, qui m'ont expliqué, avec des mots très très forts, que pour elles, maintenant, répondre à la demande d'un de leurs patients en soins palliatifs sur l'euthanasie faisait partie du soin et faisait partie du process d'accompagnement. Donc ça veut dire que ces soignants ont aussi évolué avec le temps et voilà, donc ce seront forcément de très très beaux débats. Je le pense très sincèrement. Notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie fait que nous devons trouver la voie de passage. Et elle existe, l'Académie de médecine et l'avis de l'Académie de médecine est assez éclairant sur ce sujet. On m'a beaucoup reproché cet été d'avoir parlé d'éthique de conviction et de laisser de côté son éthique de conviction pour répondre à la demande du patient. C'est pas moi qui ai parlé d'éthique de conviction, c'est l'Académie de médecine qui a parlé d'éthique de conviction. Et je trouve que cet avis-là est très fort, tant, j'allais dire, c'est presque une révolution copernicienne de l'Académie de médecine. Mais ça veut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de travaux et beaucoup de réflexions sur ce sujet. Et quand on arrive à réfléchir, à écouter beaucoup, je pense qu'on peut trouver la voie de passage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au fond de vous-même, vous pensez que ça va être le rôle du médecin généraliste d'accompagner son patient, comme ça a toujours été dans... Est-ce qu'on a des idées sur le refus des médecins de faire le geste? Vous avez des sondages, des enquêtes qui vous disent un peu près comment les médecins acceptent? C'est assez compliqué de dire combien de médecins accepteront ou refuseront de faire le geste. Tout d'abord, je vous le dis, faire le geste, ça veut dire modèle euthanasie, c'est pas forcément le modèle vers lequel nous n'irons. Rien n'est tranché à l'heure où je vous parle. Par contre, que des médecins souhaitent accompagner jusqu'au bout leurs patients, enfin, j'ai aucun doute. Ça a toujours été le rôle des médecins. Ça a toujours été le rôle des médecins, et c'est toujours ce qu'ils souhaitent faire. Maintenant, je le redis, on est bien sur une loi, j'allais dire, d'humanité. Ouais. C'est répondre à quelqu'un qui, face à des souffrances réfractaires, insupportables, demande... Quand on discute entre nous, médecins, tout le monde dit c'est ce que je fais, sauf là, vous allez les protéger par une loi qui va dire qu'ils vont pouvoir le faire. En fin de compte, c'est ça le gros changement. Je pense que déjà, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, d'abord, on dit jusqu'au décès, c'est bien de donner la mort. Alors, on ne fait pas l'acte, on pose effectivement une perfusion qui accompagne
à court terme, et c'est la décision du médecin d'ailleurs, dans ces cas-là, souvent. C'est la décision du médecin. Là, on est sur une personne qui, je le redis bien, qui face à des critères qui seront définis par la loi, pronostic vital engagé à moyen terme, volonté libre et éclairée, ça veut dire que c'est bien le choix de la personne, c'est bien la demande de la personne, et ben on répond face à une détresse et une souffrance. Mais vous avez employé un terme que je trouve extrêmement intéressant, c'est effectivement celui de la souffrance. Est-ce que finalement, ce projet de loi, ce débat-là, ne correspond pas à une mauvaise prise en charge de la douleur en France, et tout le monde le sait bien, malheureusement, et là, une mauvaise réponse de l'ensemble de notre système de santé à l'expression d'une souffrance, que ce soit une souffrance physique ou une souffrance psychique? Et est-ce que vous n'allez pas forcer des médecins à administrer une substance contre leurs convictions? Parce que nous sommes là pour soulager la souffrance, mais nous sommes là pour accompagner au mieux les patients, mais pas pour mettre fin à leur vie. C'est contraire à notre éthique et à notre code de déontologie. Alors on revient à l'éthique et à l'éthique de conviction tout à l'heure, sur laquelle l'Académie de médecine a prononcé un avis. Tout d'abord, je vais revenir sur la prise en charge de la souffrance et de la douleur. Heureusement, nous avons déjà beaucoup avancé sur la prise en charge de la douleur. Et là, c'est peut-être le pharmacien qui va parler. Il y a 20 ans, prescrire, quand quelqu'un avait une ordonnance de morphine, on disait qu'il allait mourir. Enfin, c'était à peu près ça dans la réflexion. Maintenant, pour une très forte douleur dentaire, les médecins, les dentistes peuvent prescrire et prescrivent de la morphine, parce qu'on voit très bien qu'à un moment, ça peut, ce niveau de souffrance, parfois, et la morphine peut soulager ce type de souffrance. Et ce n'est pas parce qu'on prend de la morphine, parce qu'on a une rage de dents, qu'on va mourir. Donc on voit bien déjà que la prise en charge de la douleur, et heureusement, les expériences que nous avons et l'expérience que nous avons actuellement sur la prise en charge de la douleur avec le cannabis thérapeutique est assez, en ce sens aussi, montre à quel point nous avançons dans la prise en charge de la douleur. Mais malheureusement, et ce n'est pas à vous, médecins, que je vais le dire, que toutes les souffrances physiques ne peuvent pas encore être soulagées par une prise en charge curative. Et là, voilà, c'est aussi cet objet est l'objet de la loi. C'est quand les souffrances physiques deviennent, j'allais dire, insupportables par le patient, qu'il en exprime une demande. Et vous avez parlé d'obligation de médecin. Je vous le dis, la loi n'obligera pas les médecins. Aucune obligation. C'est-à-dire que la clause de conscience spécifique est pour moi un préalable. D'accord. Alors c'est indispensable. Non, mais justement, préalable, indispensable, nous sommes d'accord. On a parlé que des médecins, mais si on prend le cas de la Suisse, on peut faire appel à des non-soignants, la famille parfois. Est-ce que vous avez réfléchi dans votre projet de loi à cette opportunité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons construit tous les modèles possibles. Nous sommes encore en train, j'allais dire, d'affiner la présentation de tous ces modèles, et la solution qui sera choisie n'est pas tranchée à ce stade. Je le répète, ce qui a conduit vraiment, qui est le fil conducteur de notre réflexion, c'est bien de rendre ce droit d'aide à mourir effectif, d'accompagner au mieux le patient, d'accompagner au mieux la famille aussi, parce que je pense que c'est important, et c'est notre modèle français, c'est d'accompagner aussi la famille proche du patient. Et puis, c'est de donner la possibilité aux médecins et aux professionnels de santé d'accompagner du début à la fin, s'ils le souhaitent, la prise en charge du patient. Mais vous avez... Volontairement, je n'ai pas répondu à votre question. Oui, la famille n'aura pas la possibilité d'effectuer le geste. Si... Je vous dis, nous avons travaillé à toutes les éventualités. C'était l'intérêt d'aller voir... ce qui se passe dans les autres pays, et je l'ai dit, donc j'assume clairement mes propos, je pense qu'aucun modèle n'est duplicable in extenso dans notre pays, je pense vraiment très sincèrement. Vous avez imaginé le recours à des volontaires aussi, alors ça c'est très, comme en Suisse d'ailleurs, c'est très critiqué, les psychiatres parlent même des thanatophiles, des gens qui font ça par goût, vous avez réfléchi à tout... On a bien sûr regardé ce modèle, j'ai bien vu le nom donné par les psychiatres. Je pense que quand on parle d'accompagnement, quand on parle de proximité, je pense que les volontaires, et quand on parle de culture, je ne suis pas sûre que notre société soit prête à ce modèle.
mais il est posé sur la table. Vous allez avoir des dispositions particulières pour le médecin de famille qui souhaite accompagner son patient en fin de vie, parce que ce sont des actes médicaux lourds qui prennent du temps, et vous savez que notre système de santé est en grande tension de ce point de vue-là. D'abord, je vais dire que dans tous les pays où cette aide à mourir a été rendue possible par la loi, à part certains pays comme le Canada et les Pays-Bas, il n'y a pas eu, j'allais dire comme certains nous disent, une explosion de demandes. Quand on regarde les chiffres en Belgique, quand on regarde les chiffres en Oregon, le pourcentage de décès et de personnes qui décèdent après avoir bénéficié de l'aide à mourir reste dans des proportions qui correspondent à des gens qui sont éligibles aux critères qui seront définis dans le cadre de la loi. L'idée, c'est bien de permettre aux professionnels de santé qui le souhaitent et aux médecins qui le souhaitent de pouvoir le faire jusqu'au bout. Donc la réflexion autour de la prise en charge, elle est aussi dans les travaux que nous avons menés. Elle fait partie aussi, je crois, de notre promesse républicaine. On va passer à la troisième condition de cette aide à mourir, qui est, après l'âge et le pronostic vital engagé, c'est que le malade doit demander activement l'aide à mourir. Alors, c'est aussi un argument de ceux qui sont contre, dire c'est ouvrir la porte à l'abus, car les gens pourraient être poussés. Libre, ça signifie quoi ? À aucun moment la religion n'est évoquée, alors que pourtant le 2 mars 2023, l'Église catholique a publié un communiqué dans lequel elle s'oppose à la légalisation de l'aide active à mourir. L'Église catholique considère que l'aide active à mourir est un acte immoral qui va à l'encontre de la dignité humaine. Vous répondez quoi ? Alors, je vais essayer d'abord de répondre à la première question, puis de répondre à la deuxième après. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, je ne me souviens plus de la première. Libre. Ah oui, libre. Ça veut dire quoi, libre ? Alors, d'abord, on est une volonté libre et éclairée. D'abord, s'assurer que c'est bien la volonté du malade et qu'il n'est pas influencé par une pression extérieure, familiale. Voilà, je crois qu'on est... et c'est pour ça que c'est important aussi, notamment dans la collégialité, d'avoir le regard de l'aide-soignante ou de l'infirmière qui connaît bien les personnes qui viennent à côté, de voir que cette personne a bien exprimé... C'est une bonne condition, mais c'est un peu un vœu pieux. Libre, ça va être difficile de s'assurer que... Ah non, je pense que c'est pas compliqué. Vous ne craignez pas des dérives ? Non, alors attendez, libre et éclairé, ça veut dire que la personne est bien en état d'avoir un discernement qui lui permette de faire... Éclairé, ça veut dire lui étant discerné, pas quelqu'un qui l'éclaire. Voilà, c'est bien, je le redis, c'est bien le choix de la personne. Le choix de la personne, je le redis, est la demande de la personne. Et vous dites de façon réitérée, c'est-à-dire là dans le temps. Ça veut dire qu'à partir réitéré, on verra bien. D'abord, parfois certains ont déjà, même si ça ne fait pas déjà exprimer cette volonté, et réitéré, ça veut dire que s'assurer jusqu'au bout que c'est bien son choix. Je crois que c'est aussi important. Et dans le process, je vous ai parlé tout à l'heure de critères d'éligibilité, de modalités. Une fois que la modalité est engagée, il y a bien sûr la confirmation de la volonté de la personne. Je crois que c'est important. À ce propos, d'ailleurs... je vais revenir à la deuxième question, parce que vous posez plein de questions, mais vous n'attendez pas les réponses. Non, mais je voulais vous poser une question sur le côté réitéré, parce que en pratique médicale, on sait bien combien les demandes, en particulier les demandes de fin de vie, de je veux mourir, etc., je veux en finir, docteur, combien ces demandes-là sont variables dans le temps. Et vous avez cité l'exemple de l'Oregon, qui est effectivement, de ce point de vue-là, très instructif, puisque une fois sur 3 seulement, le médicament létal est pris par le patient. Est-ce que vous ne craignez pas, dans le projet de loi Falorni, j'ai calculé, ça représentait quelques jours de réflexion entre le moment initial et l'administration du produit létal. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des dérives de ce point de vue-là sur le caractère réitéré ? Ça veut dire combien de jours, combien de fois, combien de temps ? Tout d'abord, je vous le répète, les critères d'éligibilité sur l'ouverture de ce droit sont en soi déjà importants.
moi, une personne qui fait cette demande, elle ne la fait pas, j'allais dire, j'ose le terme, par hasard. Elle a déjà beaucoup réfléchi. Là, vous parlez, parce que les conversations qu'on a parfois le dimanche autour du gigot dominical, d'une grand-mère qui dit « si jamais un jour ça m'arrive… » C'est très bien décrit, c'est exactement ça. Voilà, c'est pas ça. Je veux dire, là, on est bien dans un projet de loi qui définit des critères d'éligibilité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment important. Tout à l'heure, vous parliez la volonté libre et éclairée, c'est bien le choix du patient, mais pas le choix de n'importe qui parce qu'il ne se sent pas bien. Il faut bien qu'il rentre dans des critères. Nous ne souhaitons pas d'un modèle où, comme certains, vous avez dit, ouvert à tous. Non, je le redis, notre promesse républicaine, c'est d'accompagner les plus vulnérables. Certains arguent sur le fait que nous travaillons sur ce projet de loi parce que nous ne serions pas en mesure de protéger les personnes les plus vulnérables. Notre promesse républicaine, c'est bien de protéger les personnes les plus vulnérables. Mais notre promesse républicaine, c'est aussi d'accompagner nos concitoyens qui seraient dans des situations extrêmes et pour qui le choix, et ce choix de demander l'aide à mourir est la voie qu'ils souhaitent. Alors vous n'avez pas répondu à la question. Sur la question, on va répondre à Monseigneur Ortiz qui parle d'acte immoral à l'encontre de la dignité humaine. Alors, je vais pas me placer sur le côté immoral et dignité. Ce que je veux dire, c'est que nous avons travaillé beaucoup avec les cultes. J'ai beaucoup écouté les cultes, alors que ce soit, j'allais dire, de façon individuelle, en bilatérale, ou que ce soit de façon plénière, fin juillet. J'ai de nouveau échangé avec tous les cultes. Nous avons des très beaux débats et nous aurons toujours des très beaux débats. D'abord, je crois que la Croix, il y a quelques années, avait fait un sondage où 75% des catholiques français souhaitaient que la loi évolue. Moi, je n'ai pas envie de rentrer sur ce débat. Est-ce que c'est immoral de se dire qu'on souhaite accompagner? Je pourrais rétorquer, et j'ai pas envie, parce que je trouve que là, on durcit le débat et c'est pas l'objet. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral de ne pas répondre à quelqu'un qui vous demande de l'accompagner? Et en fait, c'est ça l'objet. Et moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je trouve. Vous voulez pas rentrer dans le débat, mais vous avez risqué non, mais je veux pas rentrer dans le côté est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est pas moral. L'Église catholique a dit c'est immoral. Oui. Et on ne répond pas à la dignité humaine. Est-ce que c'est pour ça j'ai dit est-ce que je pourrais répondre est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est indigne de ne pas accompagner quelqu'un qui exprimerait des souffrances pour lui, des souffrances physiques pour lui inacceptables, intolérables. On la place où, la moralité, la dignité? Enfin, Ça va pas être facile comme débat. Non, mais c'est un très beau débat. Ouais, c'est un très beau débat. Et je ne suis pas sûre qu'il faille le placer sur le côté moralité, et je crois même dignité, d'ailleurs. On va évoquer le droit des personnes, parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Vous pouvez nous détailler les points clés. Quand vous dites droit à l'information, comment ? Alors, la loi Claes-Leonetti avait introduit beaucoup de choses sur le droit à l'information, sur les directives anticipées, sur les registres, qui ne sont pas, à ce jour, encore vraiment appliqués, encore très clairs. On souhaite vraiment aller plus loin. Nous avons eu une réflexion, et on sera peut-être à même de faire des propositions sur l'évolution de ces directives anticipées, sur les rendre, j'allais dire, plus faciles, entre guillemets, à rédiger. Je le redis, si Vincent Lambert avait rédiger cette directive anticipée, il n'y aurait sans doute pas eu d'affaire Vincent Lambert. Donc comment on informe mieux nos concitoyens sur la nécessité de pouvoir rédiger des directives anticipées, c'est important. Comment on travaille sur l'accompagnement du deuil, qui est un sujet sur lequel, et je reviens tout à l'heure sur ce que je disais sur notre rapport à la mort, on évacue la mort, donc on évacue le deuil. Or, on sait que beaucoup de nos concitoyens souffrent après de deuil pathologique, parce que peut-être on ne travaille pas assez en amont sur l'accompagnement du deuil. Et puis l'accompagnement des aidants à la fin de vie, accompagner une personne malade
une personne en situation de handicap, on a déjà fait beaucoup de progrès sur l'accompagnement des aidants. Sur cette partie spécifique de la fin de vie, on voit bien que nous avons encore des propositions à faire. Je parle aussi du droit opposable à la visite en EHPAD ou à l'hôpital. La crise sanitaire nous a beaucoup appris sur ce sujet. Donc c'est beaucoup de sujets sur lesquels on souhaite faire des propositions. Les directives anticipées, en pratique, comment faire? Elles sont déposées chez qui? Chez le médecin de famille? Chez un notaire? Alors, chez le notaire, je crois que, pour le coup, nos concitoyens ont exprimé une idée très claire, c'est qu'ils sont assez réfractaires à tous les papiers à écrire et à déposer chez qui que ce soit. Nous avons un outil qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est, j'allais dire, le carnet de santé digital sur lequel on peut déposer cette directive anticipée et qui serait accessible à tous les professionnels de santé. Parce que l'important, et pour le coup, c'est les médecins réanimateurs qui vous le disent. Eux, quand ils arrivent, ils ont besoin de savoir tout de suite ce que... Et donc, Mon Espace Santé est un bel outil pour ça. Et je crois que c'est aussi les moyens de développer cet outil assez extraordinaire. Le projet de loi Falorni que vous avez signé prévoit donc ce registre national automatisé pour des directives anticipées. Ce qui veut dire que certaines y seront et d'autres pas. D'ailleurs, entre parenthèses, très peu de Français connaissent l'existence de ce registre national. Comment traiter cette difficulté? Comment s'assurer que les directives anticipées qui ne sont pas enregistrées dans le registre national sont bien les dernières exprimées par le patient? Tout d'abord, quand on parle de volonté libre et éclairée au moment de faire la demande et de discernement, les directives anticipées, dans ce cas-là, ne sont pas, j'allais dire, elles peuvent être écrites il y a 20 ans, est-ce qu'on va, ou 30 ans, ou 40 ans en amont. Et que d'ailleurs, elles peuvent être modifiées, ces directives anticipées, parce qu'on peut chacun avoir, j'allais dire, des évolutions. Et sur ce sujet-là, je le dis, celui qui a beaucoup de certitudes, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Mais franchement, les directives anticipées sont, je le redis, l'affaire Vincent Lambert, directive anticipée. Là, nous sommes en train de réfléchir à des discussions accompagnées. C'est-à-dire que m'annonce une maladie grave. Comment je peux rentrer dans un process d'accompagnement? Parce que, je le redis, notre volonté, c'est bien d'accompagner le plus possible et le plus en amont possible une personne qui serait confrontée à une maladie grave. On va aborder la dernière partie de cette émission, parce qu'on est presque à la fin. Votre projet de loi sur la fin de vie comprend 3 volets. On a d'abord vu l'aide active à mourir, le droit des personnes, mais aussi le droit à l'accès aux soins palliatifs. Qu'est-ce que la moitié des Français n'en bénéficient pas, selon un rapport de la Cour des comptes. Par exemple, 21 départements français n'ont pas encore d'unité de soins palliatifs. On sait pourquoi? C'est une inculture médicale face à la mort? Le président de la République et la Première ministre nous ont demandé de travailler beaucoup sur les soins palliatifs et de comprendre pourquoi, de plan quinquennal en plan quinquennal, nous étions encore en train de nous poser les mêmes questions. Nous avons beaucoup travaillé avec tous les acteurs professionnels. Je dis bien tous les acteurs. Là aussi, la volonté, c'était de travailler avec tous les soignants, les médecins, les aides-soignantes, les infirmiers, mais aussi tous les acteurs du médico-social, parce que la prise en charge palliative, elle est globale, elle doit être globale. Sur les soins palliatifs, j'ai confié au professeur Chauvin de mener une réflexion, et nous proposerons dans les semaines à venir une stratégie décennale. L'idée, c'est d'avoir fait un petit peu retour sur expérience. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous ne formons pas assez de professionnels sur les soins palliatifs. Et donc, comme il n'y a pas de professionnels formés, il y a parfois des difficultés d'ouvrir des unités de soins palliatifs. Comment vous comptez les former? L'idée, c'est d'abord à la fois, j'allais dire là aussi, et de se projeter dans le temps, c'est d'avoir, j'allais dire, un plan de montée de charge sur les formations. Dans la formation initiale, par exemple, dans la formation initiale des médecins, il n'y a pas, très peu, de formation sur les soins palliatifs. Ça, c'est la première des choses. Travailler sur une spécialisation des soins palliatifs, parce que qui dit spécialisation des soins palliatifs aussi, dit possibilité de mener de la recherche sur les soins palliatifs, qui est aussi un sujet sur lequel on doit avancer. Finalement, Madame la Ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par développer les soins palliatifs, parce qu'on se rend compte que des soins palliatifs bien développés, une bonne prise en charge à soins palliatifs, fait beaucoup reculer la demande d'aide active à mourir de la part des patients. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par ça? Et est-ce que finalement, ce débat, ce projet de loi qui va être clivant, forcément, qui va rencontrer une opposition, en particulier chez les médecins, n'est pas un faux semblant pour éviter d'aborder ce vrai problème du développement des soins palliatifs en France? C'est tellement pas un faux semblant que nous travaillons sur une stratégie décennale, et c'était pas
tellement pas un faux semblant qu'une partie du projet de loi sera consacrée aux soins palliatifs. Et je vous le redis, nous ferons des mesures et nous proposerons des choses importantes pour avancer. Allez, tellement je suis convaincue par ce que vous venez de dire, si une personne qui demande à bénéficier de l'aide à mourir n'est pas passée par les soins palliatifs, dans les critères, nous lui proposerons le passage en soins palliatifs. Tout ça va avoir un coût. Tout ça va avoir un coût, mais je le redis, l'investissement en soins palliatifs, il existe depuis de très nombreuses années. Ça n'est pas par manque de moyens qu'il n'y a pas tous les départements couverts en soins palliatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lit de soins palliatifs, d'ailleurs, dans ces départements. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. C'est bien l'enjeu de la formation des professionnels et de tous les professionnels. C'est tous les professionnels. On parle toujours depuis des médecins, mais tous les professionnels de santé. Je le redis, l'idée aussi, c'est de dire que le domicile est un lieu important sur la prise en charge palliative. Former les infirmières, les aides-soignantes, notamment dans les EHPAD, dans les établissements sociaux, médico-sociaux, dont on parle trop peu, à la prise en charge palliative, est important. Et l'idée, à travers ça, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, docteur, c'est la culture palliative en France, elle n'existe pas. La formation des professionnels de santé, c'est le curatif, tout le curatif, rien que le curatif. Tout à l'heure, je parlais de notre parcours de vie qui est fait de la naissance à la mort. Notre parcours de vie, il est fait d'un parcours de santé où on devrait avoir le préventif, qui n'est pas culturel en France, et le ministère de la Santé et de la Prévention. C'est ça aussi, c'est se former au préventif pour entrer le plus tard possible dans le curatif, et se former au troisième bout qui est le palliatif, et l'anticiper, la prise en charge palliative. Donc là, il faut travailler beaucoup pour entrer le plus tard dans le curatif et anticiper la prise en charge palliative. Ces deux extrêmes de notre parcours de vie préventif et palliatif ne sont pas dans nos cursus de formation. Donc c'est tout l'objet. Et la culture palliative et l'anticipation palliative, c'est bien quelque chose qu'on souhaite développer, la culture en formant tous les professionnels à la prise en charge palliative. Et l'anticipation, c'est aussi, j'allais dire, cranter les niveaux de prise en charge. Une unité de soins palliatifs, c'est la prise en charge des cas complexes. Il y a tout le développement du domicile et de l'hospitalisation à domicile. Et dans l'instruction qui est sortie il y a quelques semaines, la prise en charge ambulatoire. Plus tôt on pourra prendre en charge de façon ambulatoire à l'hôpital, et de pouvoir revenir à la maison, plus tôt, j'allais dire, on pourra faire d'abord ce lien ville-hôpital qui nous est demandé fortement, et prendre en charge des cas, j'allais dire, d'anticiper, en fait. C'est ça l'objet de la stratégie soins palliatifs et prise en charge de la douleur. Ça rebondit sur ce que nous disions tout à l'heure. Alors Jean-Paul Ortiz a parlé de coûts. Est-ce que c'est indécent de parler de comment ce projet d'aide à mourir en fin de vie sera financé ? Écoutez, notre pacte républicain repose sur, j'allais dire, l'accompagnement des personnes et la prise en charge de nos concitoyens. Vous nous rappelez le programme idéal pour vous, présentation au président dans quelques jours. Le programme idéal, d'abord, c'est de faire ce que nous faisons depuis un an, c'est-à-dire de prendre le temps, de travailler. Je vois à quel point les échanges avec tous les acteurs nous permettent collectivement, j'allais dire, de s'acculturer à un sujet très complexe. Donc, le 3 avril, le président de la République a fixé un cap. Il a fixé un cap avec une date, la fin de l'été. Cette première partie sera respectée. Je présenterai au président de la République le texte à la fin de l'été. Et après, il vivra le parcours d'un texte avec ce que notre Constitution nous demande, le passage en Conseil d'État. Et après, il vivra son aventure parlementaire. Je crois qu'on ne va malheureusement pas pouvoir vous poser toutes les questions qu'ont envoyées nos internautes. Vous me les donnerez, j'essaierai d'y répondre. Voilà, c'est ce que je dis à ceux qui nous les ont posées. Merci Madame la Ministre de cette discussion franche et éclairée. Si on résume et on conclut par quelques affirmations, les Français vont avoir le droit de mourir dans la dignité, le droit de changer d'avis à tout moment, le droit d'être protégé contre toute pression ou contrainte et de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Alors je vais vous demander à tous les deux de conclure. D'abord, celle de la conclusion de celui qui représente le mieux les médecins dans cette émission, vous Jean-Paul Ortiz. Oui, moi je retiens l'engagement du développement des soins palliatifs. Je crois que ça c'est fondamental. La clause de conscience qui me semble aussi très importante à respecter pour les médecins et pour les soignants en général, la collégialité. Et je crois que c'est un débat qui interpelle l'ensemble des soignants sur leur engagement éthique et dans un système de santé qui souffre, où on a
où on ressent beaucoup cette perte du sens de l'engagement professionnel, ça peut être l'occasion de remettre notre engagement éthique et professionnel au centre de notre engagement quotidien. Vous êtes d'accord ? Ouais, je vous vois hésiter. Non, mais en fait, je cherche le point de désaccord et je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. En tout cas, c'est pas obligatoire. Non, mais en tout cas, je le redis, personne n'a ici la prétention de dire que d'avoir la définition de l'humanité, mais ce qui a mené nos travaux et nos échanges, le fil conducteur, c'est tout d'abord une notion d'équilibre et de modération, et avec ce fil rouge qui est de faire un projet de loi d'humanité. Je crois que c'est important. Vous parlez depuis le début de cette émission de cette fin inéluctable auquel aucun de nous n'échappera. Donc j'ose vous demander votre sentiment personnel sur ce moment de la vie où, comme vous le dites si bien, nous n'échapperons pas. Mon sentiment personnel, d'abord mon sentiment personnel, il est connu puisque j'ai été parlementaire et vous me l'avez rappelé à plusieurs reprises, j'ai eu à me prononcer sur ce sujet. Donc mon sentiment personnel, il est connu. Vous nous le rappelez ? Donc j'ai voté en faveur de l'évolution de la loi. Le président de la République m'a confié cette mission et j'ai fait l'exercice, puisque nous partons de rien, de complètement gommer mon sentiment personnel. Et ben, je peux vous assurer que des allers-retours, des questionnements, j'en ai eu beaucoup et j'en aurai toujours beaucoup. Et je crois que sur ce sujet, tout le monde aura des questionnements. Tout le monde. Mais vous sentez que vous pouvez changer après un débat, c'est quelque chose qui est fortement ancré chez vous ou là, justement, le fait d'ouvrir le débat... La question qui se pose, c'est est-ce que si un jour je suis confrontée à cette situation, est-ce que j'aurai le courage de demander l'aide à mourir ? C'est ça, en fait, le fond de question. Je pense qu'à titre personnel, j'aimerais avoir le choix. Est-ce que j'en aurais le courage ? En fin de compte, c'est un bon résumé, parce qu'on a parlé tous, sauf du courage qu'il y a pour affronter ça, et que... Est-ce que j'en aurais le courage ? C'est là où Monseigneur Ortiz aura peut-être son mot à dire. Non, mais en fait, voilà, et je le redis, notre modèle, notre culture, notre promesse républicaine, parce que je reviens beaucoup là-dessus, c'est d'accompagner vraiment les personnes les plus vulnérables. Mais dans cette situation-là, et il existe des situations, et certains nous disent, vous ouvrez le débat pour 100 personnes. Et alors ? Et alors ? Notre promesse républicaine, ça n'est pas l'égalité et comment on traite les personnes qui ont les moyens d'aller en Belgique et d'aller en Suisse. Parce qu'il y a de nos concitoyens qui vont en Belgique et en Suisse, et maintenant qui iront en Espagne, puisque l'Espagne a aussi... ce débat-là, on ne doit pas non plus l'oublier. Merci Madame la Ministre, merci Jean-Paul, merci à vous qui êtes fidèles à nos émissions. J'espère que cette première émission vous a plu. J'ai remarqué que vous envoyez beaucoup de mails sur ce thème. Alors après cette émission, je suppose qu'on en aura encore plus. Je vous rappelle notre adresse lsq33@gmail.com, lsq33@gmail.com, et nous avons toujours besoin de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission qui sera consacrée à la violence envers les professions de santé. Notre invité sera le docteur François Arnault, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. On attend vos questions et en attendant, portez-vous bien.